Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime de Chimakité. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi 29 juillet 2021, le gouvernement burundais accepte de vacciner sa population contre la Covid-19. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi, le ministre de la Santé a indiqué que les premières doses de ce vaccin seront offertes par la Banque mondiale et a déclaré que tous ceux qui veulent donner les dons de vaccin au Burundi sont les bienvenus. En page des droits de l'homme, les différentes sorties médiatiques des autorités burundaises sur les cas de disparition forcée montrent que la communauté internationale ne croit pas aux déclarations faites par ces mêmes autorités. Propos du président du FOCODE, Pacifique Ninazwe, a réagi après que le procureur général de la République ait annoncé que ceux qui commettent les crimes se font passer par des agents de la sécurité. Les habitants de la zone Lugazi, commune Kabarore en province Kayanza, accusent les infirmiers affectés au centre de santé de cette zone d'incompétence et de maltraiter les patients qui fréquentent cette structure sanitaire. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Au chapitre sécurité de ce journal, disparition depuis près d'une semaine d'un jeune homme de la zone Kinama de la mairie de Bujumbura. La famille dit avoir usé de tous les moyens pour le rechercher, mais elle n'a toujours pas ses traces. Le point avec Eric Nyonzima. Lionel Atangimana est un jeune étudiant de l'université Samp International Institute, se trouvant au centre-ville de Bujumbura. Il est âgé de 26 ans, natif de la commune Buganda en province de Chibitoke. Il est introuvable depuis le 7 juillet de cette année. Le même jour, Lionel Atangimana, en quittant l'école, il avait passé par la suite au marché de Kinama pour acheter de quoi manger, car il n'a pas de parents dans le quartier. Arrivé chez lui, il était sorti pour puiser de l'eau à utiliser pour cuire les aliments, et depuis lors, il n'est plus revenu. Un proche de sa famille témoigne. Il est introuvable depuis le 7 juillet, vers 15h30. Il venait de l'école et il est allé au marché. Il a acheté les légumes qu'il a cuits par la suite. Pendant qu'il préparait sa nourriture, il a profité d'un moment pour aller puiser de l'eau. Il est parti habillé d'une culotte et cinglé blanc. Ce qui donne peur de trouver à Kanga, en zone Kinama, quand il puisait de l'eau. Lionel Atangimana cohabitait dans une même maisonnette avec un autre jeune homme ressortissant de la même colline. La même nuit, du 7 juillet, ce jeune homme avait pensé que son ami avait passé la nuit dans une autre famille à Mutanga. Son ami convoyeur, avec qui il partageait le même lit, avait attendu toute la nuit, mais il n'est pas rentré. Le lendemain matin, il est parti au service normalement, croyant que son ami avait passé la nuit dans une autre famille à Mutanga. Après, les voisins ont décidé de donner cette information au propriétaire de la maison. La famille de Lionel affirme qu'elle peut renseigner pour tenter de trouver son fils sans succès. Ils ont cherché partout, mais en vain. Son père est très influent au parti CNDD-FDD, mais il n'a rien trouvé. Son père est très proche d'Odestion, qui est patron de la documentation ici chez nous. Son père partageait également la bière avec le colonel Kongos, mais ils n'ont rien trouvé. Les amis et tout le voisinage de Lionel disent qu'ils ne connaissent pas les mobiles de sa disparition, car c'est un jeune qui n'a jamais milité pour aucun parti politique. Merci Eric Nyonzima. Toujours au chapitre sécurité, un habitant de la colline Tava, zone Murama, commune Mugamba de la province Bururi, est sans trace depuis ce mercredi. Kassieni Hoseko alias Ouattara a quitté son domicile pour aller à la rencontre du prénommé Désiré qui se trouve être un agent de la documentation et personne ne l'a plus revu. Des sources sur place font savoir que Kassé a été embarqué à bord d'un véhicule par Moïse Alakaza d'Inyeganyega, commissaire communal de police à Mugamba, accompagné par des agents de la documentation. Les amis et les membres de sa famille disent l'avoir cherché dans tous les cachots de la place, mais en vain.
Il demande d'être informé sur le lieu de détention d'Hilaire et des crimes pour lesquels il serait poursuivi. En page des droits de l'homme, et le procureur général de la République Sylvestre Niandoui ne se soucie pas de rendre justice aux familles des victimes de disparitions forcées, mais il veut dissimuler ces crimes. Réaction du président du FOCODE après que Sylvestre Niandoui ait déclaré que ceux qui commettent ces crimes se font passer pour des agents de la sécurité. Pacifique Linazo demande que ce langage cesse, puisque les familles des victimes connaissent très bien ceux qui ont enlevé les leurs. Pacifique Linazo. Sylvestre Niandoui est procureur général de la République depuis 5 ans, tout comme le FOCODE documente les cas de disparition forcée au Burundi depuis 5 ans. Et sur cette période de 5 ans, Sylvestre Niandoui n'a jamais mené une enquête sur des cas de disparition forcée. Il n'a jamais présenté devant les juges un seul cas de disparition forcée. Donc pour nous, Sylvestre Niandoui n'est pas là pour les familles des disparus, il est plutôt là pour protéger, pour couvrir les auteurs des disparitions forcées. Et à son point de vue, nous ne sommes pas surpris par les propos de Sylvestre Niandoui qui rentrent dans la ligne du déni, dans la négation du phénomène de disparition forcée au Burundi. S'agissant des arguments de cette négation, premier argument de Sylvestre Niandoui, c'est de dire que ce sont des criminels déguisés en agents de services de sécurité qui kidnappent les citoyens du Burundi. Mais ici, il n'a montré aucune enquête qu'il aurait menée sur ce phénomène de kidnapping. Or, dans les enquêtes menées par le FOCODE, nous avons découvert que dans la plupart des cas, les familles connaissaient l'auteur de la disparition. Ceci parce que, dans plusieurs cas, des agents des services de sécurité ont arrêté les victimes dans les familles, devant les membres des familles. Et dans d'autres cas, les victimes ont été arrêtées ou enlevées par des agents des services de sécurité en public, alors qu'il y avait des témoins. Nous avons un exemple. Le 8 octobre 2020, Gérard Ndaïsenga, qui était alors chef du service national de renseignement en province Moaro, a arrêté 7 militants du parti CNL, originaires de la commune Kiganda, province Muramvya. Il les a arrêtés au chef-lieu de Moaro, un endroit communément appelé Kouridjit. Et depuis cette arrestation, 5 militants du parti CNL sont introuvables. Est-ce que dans cette situation, il faut considérer Gérard Ndaïsenga comme un criminel qui se serait déguisé en agent des services de sécurité, ou il faut le considérer comme un officier du service national de renseignement qui a fait disparaître des citoyens. Et ici, il y a lieu de poser la question à Sylvestre Niandoui, pourquoi depuis près d'une année, il n'a pas mené d'enquête sur cette disparition, alors que c'est un cas très connu, et pourquoi il n'a pas convoqué Gérard Ndaïsenga pour qu'il s'explique, pour qu'il rende compte de ce qu'il a fait le 8 octobre 2020 à Moaro. Le président du FOCODE estime plutôt que les différentes sorties médiatiques des autorités sur le cas de disparition forcée montrent que la communauté internationale ne croit pas aux déclarations faites par ces mêmes autorités. Pacifique Linahazoué précise que l'incohérence de leurs propos prouve que ce sont des mensonges. Suivez encore une fois Pacifique Linahazoué. Il n'y a pas lieu de discréditer ceux qui font les alertes des cas de disparition forcée. Il faut plutôt les encourager. Le procureur général de la République devrait plutôt interdire ces pratiques illégales de sortie nocturne des détenus de cachot et de détention dans des lieux secrets. Troisième argument de Sylvestre Niandoui, c'est de dire que les personnes présumées victimes de disparition forcée auraient rejoint des groupes armés sans informer leurs familles qui continuent à considérer que les leurs ont été enlevés. Alors, ce qui m'intrigue ici, Sylvestre Niandoui, encore une fois, ne montre pas d'enquête qu'il aurait menée sur ces cas. Et si ces gens n'ont pas informé leur famille, est-ce qu'ils ont informé Sylvestre Niandoui, puisque Niandoui n'a pas mené d'enquête sur les cas? Comment a-t-il su où se trouvent les victimes de disparition forcée? Et ici, il y a aussi des interrogations. Selon le président Ndayishimiye, les présumées victimes de disparition forcée seraient des criminels qui ont commis des crimes au Burundi et qui se cacheraient au Rwanda. Selon Sylvestre Niandoui,
procureur général de la République, il s'agit des gens qui ont rejoint des groupes armés. Selon Gérald Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, il s'agit des gens qui ont répondu à des appels de Burundais en exil, qui les invitaient à quitter le Burundi pour avoir des visas pour l'Europe ou pour l'Amérique. Et enfin, pour la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, leurs enquêtes ont montré qu'il n'y a pas eu de disparition forcée au Burundi en 2020. Donc pour eux, il n'y a plus de disparition forcée. Et on se demande, mais qui faut-il croire entre toutes ces autorités? Ce que les autorités racontent, est-ce que c'est sur la base des enquêtes sérieuses ou elles racontent tout ce qui leur passe dans leur tête? Pour nous, il n'y a qu'une seule ligne pour toutes ces autorités, c'est le déni, c'est la négation du phénomène de disparition forcée, parce qu'elles savent que c'est un crime extrêmement grave, mais aussi parce qu'elles savent que la continuation de ce crime contredit les messages qui sont insensés, qui sont envoyés à la communauté internationale, qu'il y aurait une amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi, alors que le régime continue les mêmes crimes de violation grave de droits humains comme le régime précédent de Pierre Nkurunziza. C'était Pacifique Nahazwe, président du FOCOD de Courte Pause. Nous ouvrons la page santé. Le Burundi va recevoir bientôt les premières doses du vaccin contre la COVID-19. C'est la Banque mondiale qui va offrir ce vaccin selon le ministre de la Santé publique lors de la conférence de presse tenue ce mardi. Tadem Dikoumane a fait savoir que tous ceux qui veulent donner les dons de vaccins au Burundi sont les bienvenus. Son vice-président du comité national chargé de lutter contre la COVID-19 a lancé un appel à la population, surtout celle de Bujumbura, pour qu'elle respecte les gestes barrières. Suivez plutôt Tadem Dikoumane. aha rero icyo twashaka kumenyesha abenegihugu ni uko imigambi ya leta ni ugupima. Ce que nous voulons dire à la population est que le projet du gouvernement est de faire des tests et de soigner ceux qui seront testés positifs. Mais le gouvernement est toujours prêt à recevoir le don de vaccin de la part de n'importe qui, que ce soit la Banque mondiale ou les autres qui le désirent. Nous allons recevoir ce vaccin et le conserver. Et quand il y aura quelqu'un qui veut être vacciné, nous allons le vacciner selon sa volonté. Mais le gouvernement burundais ne signera aucune condition dans la réception de ces vaccins. Dans beaucoup d'endroits, surtout à mairie de Bujumbura, les gens sont en train de lâcher dans le respect des gestes barrières contre la COVID-19. Ils se serrent les mains, ils s'embrassent sans souci. Nous demandons à la population d'abandonner ces mauvaises habitudes et de se protéger. Vous saurez que ce mercredi, 150 personnes ont été testées positives à la COVID-19 au Burundi. Parmi ces cas positifs, plus de 80 sont des districts sanitaires du nord du pays, dont Kirundo, Kiremba, comme l'indique le rapport du ministère de la Santé publique de ce 28 juillet 2021. Certains Burundais s'inquiètent de la propagation de cette pandémie suite aux multiples concerts organisés dans différents coins du pays durant cet été. Ces Burundais indiquent que ces concerts de musique réunissent beaucoup de monde sans respect des mesures barrières contre cette pandémie. Les détails avec Daniel Claire, il la trouve. C'est l'ambiance du concert intitulé Burundi Bwacu Festival qui a eu lieu samedi dernier, le 24 juillet, au cercle hippique dans la mairie de Bujumbura. Le concert a été organisé par la diaspora burundaise vivant dans différents coins du monde et animé par des artistes de ces diasporas en collaboration avec certains artistes du pays. Ce concert, Burundi Bwacu Festival, est soutenu par le ministère en charge de la culture. Certains participants à ce concert qui se sont entretenus avec la RPA disent être inquiets de la manière dont ce concert a été organisé compte tenu de la lutte contre la propagation de la COVID-19. Il faut savoir que les organisateurs de ce concert ont négligé les mesures barrières. Ils citent entre autres le manque du lien de lavage des mains, les spectateurs étaient trop serrés, sans oublier le non-port des masques pour les participants.
Ce n'est pas seulement ce concert qui a inquiété les Burundais, même le concert intitulé The King is Back, qui a eu lieu au Miami Beach dimanche dernier et qui a été animé par le chanteur burundais Lolilo en collaboration avec Ali Kiba de la Tanzanie, n'échappait pas à ce qui est devenu la règle dans le pays. Notre source indique que dans ce concert, il n'y avait pas de respect des mesures barrières pour la lutte contre la propagation de la COVID-19. Pourtant, ces concerts se poursuivent. Les animateurs du concert Burundi Bwacu Festival ont annoncé samedi dernier qu'ils vont poursuivre ces concerts à l'intérieur du pays au cours de cette semaine. Nous vous disons merci beaucoup d'avoir répondu à notre rendez-vous si nombreux comme ça. Nous voulons alors vous inviter aux prochains concerts qui auront lieu à l'intérieur du Burundi, notamment dans les provinces d'Ongozi et Gitega aux dates suivantes, le 30 et le 31 juillet. Il faut amener des tricots pour se couvrir car il fait froid là-bas. Amenez également les chaussures de sport car on va faire du sport. Ces citoyens burundais demandent aux autorités habilitées de prendre des mesures adéquates pour éviter la propagation à très grande échelle de la COVID-19. Merci à toi aussi, Dani Claire Iratouva. Aucune mesure n'a été prise pour lutter cette pandémie de COVID-19 au camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. C'est au moment où la propagation de ce virus est signalée aux alentours de ce camp. Les détails avec Emma Benishim. Certains réfugiés du camp de Nyarugusu, situé en Tanzanie, indiquent qu'il n'y a pas de mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Seulement, le jour de réception de la ration alimentaire, l'on oblige les réfugiés à laver les mains avec des savons, mais ils ne portent pas de masque. On nous sensibilise pour nous protéger contre la COVID-19, mais les mesures barrières ne sont pas respectées. On ne nous a même pas donné des masques. Le jour de distribution de la ration alimentaire, l'on nous oblige à laver les mains avec du savon. L'inquiétude de ces réfugiés de Nyarugusu est que la propagation de la COVID-19 peut prendre de l'ampleur dans son camp parce qu'à Makele, tout près de son camp, a été déjà signalé. Le virus est déjà présent à Makele. Certains réfugiés de Nyarugusu fréquentent le marché de Makele. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements de va-et-vient entre le camp et la localité de Makele. Ces réfugiés demandent aux autorités habilitées d'aider avec efficacité dans cette lutte contre la COVID-19. Toujours au chapitre santé, les habitants de la zone Rugazi, commune Kabarore en province de Kayanza, accusent les infirmiers affectés au centre de santé de cette zone d'être mal organisés et de maltraiter les patients qui fréquentent ce centre de santé. Certains habitants indiquent qu'ils préfèrent se rendre aux autres sites de santé lointaines, ce qui leur coûte énormément cher. Le point avec Emmanuel Nyungeko. La population de la zone Rugazi en commune Kabarore de la province Kayanza déplore le dysfonctionnement du centre de santé situé dans cette même zone et indique que ce sont eux qui en sont victimes au moment où ce centre de santé connaît une carence d'infirmiers, même le peu qu'il y a ne travaille pas convenablement et quelquefois même les patients sont malmenés. En principe, il y a deux infirmiers et le titulaire Athanase Hakizimana. C'est ce dernier qui élabore l'horaire. S'ils se présentaient tous en même temps, ce serait plus ou moins facile, mais ils travaillent alternativement. Ils se fatiguent et ne prestent pas comme il faut. Il arrive même des fois où un malade est maltraité lorsqu'il vient se faire soigner. Par conséquent, certains habitants qui fréquentaient le centre de santé de la zone Rugazi préfèrent se rendre aux structures sanitaires des autres localités, ce qui leur exige beaucoup de moyens. La distance située entre Rugazi et Kabarore dépasse
10 km et il n'y a pas de bus de transport. On est obligé de prendre une moto et le ticket aller-retour par personne n'est pas en dessous de 10 000 francs. Cela devient très difficile quand on est avec un patient. Et puis, de Rugazi à Guegura, nous dépensons entre 14 et 15 000 francs. D'ici à Kayanza, on peut y aller par bus. Mais là aussi, le ticket par tête est de 5 000 francs. Aller simple. Donc, si on est avec un patient, on fait beaucoup de dépenses. Les habitants de la zone Rugazi font savoir qu'ils ont déjà soumis la question à Célestin Chongera, médecin provincial de Kayanza, mais qu'il n'a rien fait. Il demande au ministre de la Santé publique, Tadien Ndikumana, de suivre de près la manière dont les activités sont organisées à ce centre de santé et de trouver solution à ce problème. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le ministre Tadien Ndikumana, mais sans succès. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. C'est un sentiment de satisfaction chez les habitants de la zone Gatavo, en commune Kayogoro de la province de Makamba, après que les responsables du centre de santé de Gatavo aient été destitués de leurs responsabilités ce jeudi. Etienne Nyokwizera, qui était titulaire de ce centre de santé, et son adjoint Etienne Nyokwizera avaient été accusés par les habitants de les maltraiter. Le magistrat-chef du district de Makamba, qui supervise la zone Gatavo, était venu au début de cette semaine vérifier ce qui avait été dit par les habitants et avait trouvé que les accusations étaient fondées. Parmi ces accusations figurait le fait que le titulaire adjoint de ce centre de santé de Gatavo avait refusé de soigner récemment des enfants d'une femme qu'elle avait fait soigner par contrainte après l'avoir heurté par son véhicule au mois de mai dernier. Ce jour-là, son supérieur n'était pas intervenu pour aider ses enfants. Le titulaire du centre de santé de Gatavo et son adjoint démis de leurs fonctions ont été mutés vers d'autres localités selon les sources de la RPA en zone Gatavo. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Le niveau de chômage des jeunes diplômés de différents coins du Burundi, c'est la conséquence automatique de la pauvreté du pays. Raison pour laquelle le gouvernement a la responsabilité de créer un bon environnement des affaires pour permettre aux entrepreneurs de multiplier les emplois. Propos de l'économiste Faustin Ndikumana. Selon lui, le gouvernement devrait reprendre l'évaluation régulière de l'état des affaires à travers le programme Doing Business. Et normalement, la question du chômage dans un pays pauvre, justement, le chômage des jeunes est l'un des indicateurs d'un pays pauvre parce que quand il n'y a pas d'investissement suffisant pour créer la croissance et l'emploi, la conséquence automatique frappe directement et automatiquement la jeunesse. L'emploi est naturellement créé dans le secteur privé en grande partie. Mais l'État a la lourde responsabilité d'asseoir un environnement des affaires permettant l'éclosion du secteur privé. Et le gouvernement aussi doit cultiver le culte du meilleur pour soutenir des fois les actions qui ont eu des résultats déjà, pour promouvoir l'expertise déjà créée, qui pourra vraiment donner de l'emploi aux autres. Et en dehors de ça, alors, le gouvernement devrait aussi reprendre l'évaluation régulière de l'état de l'environnement des affaires à travers le doing business. Il faut reprendre cela pour mobiliser les capitaux extérieurs pour venir combler le déficit visible des capitaux internes pour financer l'investissement. Toujours en page gouvernance, le corps enseignant de la province Ngozi s'insurge contre les contributions forcées pour la construction du stade Agasaka. Ces enseignants indiquent que les autorités administratives, en complicité avec les autorités en charge de l'enseignement, leur font du chantage afin de bénéficier de leurs contributions. Le point avec Francine Mahoro. Le personnel et enseignant de la province d'Ngozi fait savoir que depuis la fin du troisième trimestre, il contribue à hauteur de 25 000 francs pour l'achat d'un sac de ciment chacun. Ces enseignants indiquent également que les directeurs de différents établissements scolaires les obligent de donner cet argent qu'ils disent destiné à la construction du stade Agasaka. Les d'entre eux témoignent. Il y a des enseignants qui ont eu peur et ont donné le peu d'argent à leur disposition. Ils sont donc en train de demander à certains d'entre eux de donner le reste du montant pour payer un sac de ciment.
Les informations en provenance de ce personnel et enseignants de la province Ngozi, faut savoir que les autorités administratives passent par le directeur des écoles pour le recouvrement de ces contributions. Ces enseignants indiquent que ces autorités les profèrent également des menaces que s'ils ne donnent pas ces contributions, ils n'auront pas accès à certains documents administratifs. Le gouverneur de la province, via le directeur provincial de l'enseignement et les administrateurs communaux, ont intimé l'ordre aux directeurs des écoles d'organiser des réunions dans toute la province. Personne n'est contre le développement. Mais nous vivons déjà dans une extrême pauvreté et en plus de cela, ils nous persécutent et nous intimident. Ils ont dressé des listes et disent que les personnes qui n'ont pas donné cet argent sont des détracteurs et que pour ce, ils ne recevront plus les attestations de service ou d'autres documents. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Pierre Nezigayo, directeur de l'enseignement dans la province d'Ongozi, ainsi que Pipode Baranyikwa, gouverneur de cette province, mais ils étaient injoignables. Merci à toi aussi Francine Mahoro. Le ministère de l'Éducation devrait se rendre à l'école fondamentale Buhayira et au lycée communal Buhayira de la commune Mugui en province de Chibitoke afin de mener des enquêtes sur les allégations de malversation. Propos d'un défenseur des droits de l'homme engagé dans la protection du droit à l'éducation. Elari Nibizi ajoute que les autorités chargées de l'éducation au niveau communal et provincial ont la responsabilité de suivre de près la gestion des fonds des écoles. Suivez plutôt Elari Nibizi. La malversation ou le vol de l'argent payé par les élèves, ce sont des comportements que nous avons observés dans plusieurs écoles. Et si nous prenons pour l'exemple le lycée communal de Buhayira en province de Chibitoke, où le directeur d'école a détourné les cotisations données par les enfants, c'est une preuve que le crime de vol dans les écoles est impuni. Si le vol n'est pas puni, si les parents d'élèves élisent de mauvais dirigeants ou le parti au pouvoir s'infiltre, où il y a confusion entre la gestion de l'école et les questions politiques, des relations qui ne sont pas du tout autorisées, dans ce cas, le vol peut se commettre de n'importe quelle manière. C'est pourquoi, dans une situation pareille, le ministère de l'Éducation doit prendre ses responsabilités. Il doit alors dépêcher l'inspection pour que l'inspection évalue l'argent qui a été détourné et vérifie comment le directeur communal de l'enseignement a assuré son rôle de supervision et d'encadreur du comité de gestion de l'école et spécialement à suspendre ce directeur d'école qui a fait mauvais usage de l'argent demandé aux parents et destituer complètement le comité de gestion de l'école parce que le comité de gestion de l'école ne peut pas passer une année sans donner rapport et sans organiser des élections. À la fin de l'année, il doit y avoir une évaluation et le comité de gestion de l'école doit subir un certain renouvellement. On ne peut pas faire 6 ans sans renouveler le comité de gestion de l'école. Il doit sanctionner et protéger les fonds que les parents collectent. Mais aussi, il doit décourager tout argent qui est collecté en dehors des prévisions du ministère et en dehors des prévisions. Nous en appelons au président de la République. Et dernièrement, ces jours-ci, on observe la destitution des responsables des institutions étatiques et para-étatiques qui sont coupables de mauvaise gestion. Nous l'appelons pour qu'il aille au secours des écoles. On se rend compte que beaucoup de parents, beaucoup d'élèves hésitent à dénoncer la mauvaise gestion. Il doit alors sanctionner ce directeur et tous les autres directeurs qui se sont comportés de la même manière. Elari Nibizi réagit après que les parents des élèves de l'école fondamentale et du lycée communal Buhayira en province de Chibitoke aient accusé les directeurs des écoles de malversation et de mauvaise gestion des fonds de ces établissements en complicité avec le comité de gestion de l'école. Toujours en page de gouvernance, les constructions anarchiques appartenant au parti au pouvoir qui n'avaient pas été démolies dans la ville de Gitega ont été démolies ce jeudi. Pourtant, les habitants de cette capitale politique du Burundi se lamentent que cette campagne de démolition des constructions anarchiques a été injustement opérée. Plus de détails avec Eroge Diveremesha.
En province d'Ogitega, tout comme dans différentes provinces, il s'est observé un 2 poids, 2 mesures dans la démolition des constructions anarchiques. Cela s'est remarqué surtout sur les constructions du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ainsi que celles appartenant aux membres de ce parti. Après plusieurs lamentations de la population, certaines constructions ont été démolies ce jeudi en province d'Ogitega. Cet habitant donne des exemples de certaines constructions démolies. Il y a par exemple l'hôtel Bethel appartenant à un certain Asser qui est un homme d'affaires et membre du CNDD-FDD qui se trouve au niveau du rond-point du centre-ville sur la route provenant du bar appelé Kongoma. Là-bas, la partie dont la construction n'avait pas respecté les 6 mètres a été démolie. À Magalama, la permanence du parti CNDD-FDD a été aussi démolie. Même au niveau des quartiers, les permanences du CNDD-FDD dans les normes de construction avaient été violées, ont été démolies. Également, des infrastructures qui se trouvaient dans les quartiers ont été démolies sans tenir compte du propriétaire. Malgré cela, les habitants d'Ogitega demandent au gouvernement de ne pas s'arrêter là, mais qu'il fasse une vérification rigoureuse de ce qui s'est fait afin de dédommager le plus tôt possible ceux qui ont subi de l'injustice. Ils expliquent que certains ont vu leur maison démolie alors qu'ils avaient respecté les normes de construction. Ils ont démoli sans même tenir compte des bornes, car il y a eu des démolitions qui ont été faites alors que les constructions étaient derrière les bornes. C'est vraiment malheureux. On dirait qu'on est en période de guerre. Nous sommes vraiment fatigués. Et même si les autorités disent que c'est le développement, je trouve que ces activités de démolition comportent des lampines. À titre de rappel, le calendrier de la mise en application de cette mesure indique que ces travaux de démolition des constructions anarchiques vont se terminer dans 2 jours, c'est-à-dire à la fin de ce mois de juillet. Merci à toi, Eroge Divere Mesha, le détenteur des échoppes dans le marché de la commune Rugombo en province de Chibitoke, dénonce la collecte des taxes communales auprès des commerçants absents. Selon ces commerçants, les percepteurs communaux collectent des dettes aux commerçants même s'ils n'ont pas ouvert leur stand durant les jours concernés. Le détail avec Hervé Senio Mungir. Dans les marchés de la commune Rugombo, les commerçants qui tiennent des échoppes payent d'habitude des taxes communales les mercredis et dimanches, seulement quand ils sont venus travailler. À ce jour, ces commerçants payent en principe une taxe de 500 francs. Toutefois, les informations à provenance de cette commune font état d'une nouvelle taxe de 200 francs destinée à payer les personnes qui font la propriété dans le marché. Ce que ces commerçants ne comprennent pas car zéro et ces hygiénistes sont payés par la commune. De plus, ces commerçants déplorent que lorsque les percepteurs des taxes communaux ne te trouvent pas au travail, ils te collent quand même une dette. Lorsque tu t'absentes pendant plusieurs jours, ils multiplient par le nombre de jours que tu n'as pas payé. Ce que ces commerçants qualifient d'injustice car ces taxes viennent s'ajouter à des impôts mensuels et annuels. Ces commerçants indiquent donc qu'à cause de toutes ces taxes, ils ne gagnent rien et que c'était préféré même abandonner leur commerce. Ils demandent aux autorités communales de revoir l'organisation de la collecte de ces taxes. Merci à toi aussi, Hervé Senio Mungere. Merci auditeurs, auditrices de la radio publique africaine de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime Dushimagize. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.